Donc, nous, on était là il y a 13 ans. Il y a 13 ans, on a eu le diplôme, 2005-2006. Et depuis, on a eu un parcours un petit peu différent des uns des autres. Donc, on nous a demandé aujourd'hui de vous présenter un petit peu notre parcours, le parcours de la création de la société. Et puis après, on va parler d'un petit peu de choses plus fun, c'est le jeu en lui-même, comment on a fait pour arriver à où on en est aujourd'hui. J'ai une toute petite question avant de commencer, c'est qui d'entre vous connaît notre jeu? Ah, ça, c'est cool, ça. Donc, notre société, on l'a appelée Cubic Drift. Moi, je m'appelle Michel, je l'ai créée et je la dirige aujourd'hui. Là, on a Fabien et Guillaume qui sont mes associés, on l'a fondée ensemble. Fabien, le chef du développement, et Guillaume, il est développeur. Je t'interromps juste une seconde. Ouais. Tu as un micro pour parler si tu veux. Bon, juste là. Même sur le fond. Bon, moi, ça me va. Oh, parfait. J'ai mis ici en bas quelques collaborateurs qui sont nécessaires à monter une société. On pourra y venir si vous voulez un petit peu plus tard, si vous avez des questions à ce niveau-là. Voilà. Donc, évidemment, notre société, c'est un studio de jeux vidéo, je ne l'ai pas dit. Ça me paraît évident. Donc, on va commencer par l'équipe. On a à peu près 10 minutes sur cette slide-là. J'espère que vous l'aimez. Je vais faire un petit peu le tour des membres qui ne sont pas ici aujourd'hui, et puis après Fabien et Guillaume ils vous parleront d'eux spécifiquement. Tu veux. Préparation Cubic Drift. Donc moi personnellement, j'ai commencé à travailler, je suis resté sur Sofia, moi je suis resté dans le coin, j'ai eu cette chance-là. J'ai travaillé d'abord pour une société qui s'appelait Realvise. Je suppose que ça ne dira rien à personne d'entre vous dans la salle, parce que cette société aujourd'hui elle n'existe plus, on s'est fait racheter par la société Autodesk. Ça par contre celle-là vous devez la connaître. 3DS, Maya, AutoCAD. Donc j'ai travaillé 4 ans pour eux. On faisait des logiciels qui transformaient la réalité en virtuel. Donc on prenait des photos, des vidéos et ça faisait des modèles 3D. Ça a beaucoup intéressé Autodesk pour injecter ces modèles 3D dans leur soft d'architecture, etc. Voilà. Et ensuite, on a fait cette société. Notre directeur artistique, qui s'appelle Alexandre, lui il sort d'une école qui s'appelle Superfocom qui forme des animateurs, des gens plutôt orientés pour l'animation et le cinéma, et elle est à Arles, cette école-là. Il sort de l'école, donc lui, il travaille avec nous juste un an, à peu près un an après l'école, il nous a rejoint. On a Charles qui, lui, ça fait 15 ans qu'il est dans la musique, il n'a pas fait d'école spécifique, mais voilà, c'est un musicien qui a travaillé, par exemple, sur cette chronique-là, sur jeuxvideo.com, peut-être que vous l'avez déjà vu, Afterbeat. Voilà, c'est lui qui est dans ces vidéos-là. Il nous a rejoint. On a Sylvain qui a un gros passif dans le jeu vidéo, qui a travaillé à Ankama, la société qui a fait Dofus ou Wakfu. Et lui, en fait, c'était directeur créatif sur un jeu qui s'appelait Flynn. Il y en a qui connaissent dans la salle? Un jeu 2D, en fait, très coloré, etc. Voilà, qui travaille chez Ankama. On a Mathias qui nous a rejoint récemment, qui est notre spécialiste marketing, qui travaille avec nous en temps partiel. Qui a un gros passif dans le jeu vidéo en tant que marketing. Il a été par exemple, jusqu'à il y a 6 mois, le directeur marketing chez Micromania, pas n'importe qui. Ensuite, il a été directeur marketing chez Microsoft pour sortir la Xbox 360, c'était il y a pas mal d'années. Et avant ça, il était encore directeur marketing chez CRM. C'est quelqu'un qui a un peu roulé sa bosse dans ce secteur-là et qui nous épaule un petit peu pour ce qui est de marketing dans le jeu vidéo, parce que moi personnellement, avec ma formation d'ingénieur à l'ESI, j'y connais pas grand-chose. C'est moi qui m'en occupais jusqu'à présent, mais d'avoir quelqu'un qui est spécialiste là-dedans, ça nous aide pas mal. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur les autres. Olivier, qui travaille avec moi à Realvise, je l'ai débauché, qui s'occupe de la partie web et qui a rejoint l'équipe de développement maintenant, qui travaille avec eux sur l'Unreal Engine et tout ce qui est interface plutôt. On a Mickaël qui a pas mal d'expérience aussi dans le jeu vidéo. Il travaillait dans une société qui s'appelle Spellbound sur des jeux Chicago et Desperado. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, des jeux qui sont sortis il y a une dizaine d'années. Alors, qui nous a rejoint en tant que développeur, il s'occupe de l'histoire, du game design, il gère aussi Spellbound, enfin c'est l'homme à tout faire de la société. Et Sylvain qui est un développeur, 6 ans d'expérience dans le jeu vidéo, j'ai pas mis de ces sociétés, pourquoi pas. Non, voilà, qui nous a rejoint aussi l'an dernier. Donc, pas mal de développeurs, et puis aussi un petit peu d'artistes, parce qu'un jeu vidéo, c'est pas que du développement, il y a beaucoup d'artistes. Alors je vais laisser la parole à
Fab et Ali pour expliquer un petit peu votre parcours. Très bien, vraiment. Le département des Valentins, je crois. Je sais pas, ah, j'ai dit Comment on voit c'est Donc il y a Valentin aussi. Oh, il est pas là, il sort pas. Voilà, qui sort d'école aussi, il n'y a pas très longtemps. Et il y a deux qui nous a rejoint. À Tours, c'est ça? Ouais, je sais plus. Pas dans le défi. Et donc ensuite, moi je suis le type qui est là, ça se voit. Et donc moi, mon parcours, bah, c'est le même en fait que Michel a dit. J'ai fait d'abord la prépa, j'ai fait ici. Et ensuite, j'ai travaillé donc, pendant 3 à 4 ans dans une société de jeux vidéo qui s'appelle Bitmedia. On a fait principalement des petits produits, des petits jeux vidéo, etc. Dont Viking Invasion sur DS, etc. Et aussi Plus belle la vie. Sur jeuxvideo.com. Donc on ne fait pas toujours ce qu'on veut malheureusement dans les studios, on a plus de budget et des fois voilà, on fait des choses plaisantes. Et donc ensuite la boîte a coulé, pas pourquoi. Donc je suis revenu sur Sofia et j'ai travaillé à Airbus. On s'est changé 3 fois de nom, ça s'appelait Infotera, après ça a été fusionné avec Spotimage, après ça s'est appelé Astrium, et maintenant ça s'appelle Airbus. C'est une société qui fait principalement du traitement d'images dans les images satellites. Ça restait un petit peu dans le domaine dans lequel je voulais travailler. Et à cette période-là, on a eu l'idée avec Guillaume et Michel de créer une société. Alors, je ne sais pas, j'ai essayé de donner ça après. Tiens, Guillaume. Bon. Explique-moi, c'est pas vraiment la peine que je me pointe. Hein. Non, bon. Moi, contrairement à mes collègues, en fait, j'ai commencé différemment d'eux après les 6, c'est-à-dire que au lieu de commencer en tant que salarié, j'ai fondé ma propre boîte de développement. En fait, via des connaissances que j'avais, je suis pas resté dans la région, je suis remonté dans ma région d'origine et j'ai monté ma propre boîte pour travailler en fait comme consultant externe, si on veut, d'une société qui fabriquait, enfin d'une usine même plutôt, qui fabriquait des colorants. Et en gros, le but du logiciel que je développais, c'était de faire du contrôle qualité. C'est-à-dire que c'était relié à tout ce qui était matériel. On avait des spectromètres, on avait différents instruments de mesure nécessaires. Et le principe du logiciel, en fait, c'était d'être capable de prendre des échantillons de colorants directement dans la cuve de production et de vérifier pendant le cycle de production que tout était OK et que voilà, on produisait bien tout le monde. Donc, rien à voir avec les jeux vidéo. Et en plus, en indépendant. J'ai fait ça pendant 6 ans, je crois. Ouais, 6 ans. Et ensuite, comme souvent dans l'industrie, il y a eu des localisations de masse vers nos amis du côté de l'Asie. Et du coup, j'en ai profité pour arrêter ma société et commencer en tant que salarié plutôt. Et là, je suis allé dans la société BIR, qui est tout à gauche, là-bas, qui faisait encore une fois rien à voir avec les jeux vidéo, qui faisait de l'achat et revente de pièces détachées pour moto. Donc s'il y a parmi vous des motards, vous connaissez peut-être, quoique. Non, parce que ça va pas faire directement avec les clients. Et là-bas, j'ai développé donc un logiciel qui était un ERP, donc en gros, c'est-à-dire un logiciel de gestion globale de vente, on va dire. Donc ça gère tout le cycle de vie des articles au sein de la société. Et à la fin, donc en 2012, donc, comme disait Fabien, on a eu donc cette idée de créer notre propre société de jeux vidéo, et voilà, on s'est lancé là-dedans. Ouais, mais je vois que ça fait plus de 2 minutes qu'on est sur la scène là. C'est pour les 15 minutes là. Oui, donc il y a des parcours vraiment différents dans cette équipe. Il y en a qui viennent pas du tout du vidéo, il y en a qui viennent pas du tout de l'informatique. Alexandre et Charles viennent pas du tout de l'informatique. Mais tout ça fait ce qu'on produit aujourd'hui, et deux, c'est leur une petite slide d'après pour le parcours de création de la société. Qu'est-ce qui s'est passé du moment où on a eu l'idée, donc c'était en juin 2012, jusqu'à temps qu'on se décide à créer la société. Donc déjà l'idée à part, comme a dit Fabien tout à l'heure, au début c'est parti, on voulait s'amuser le week-end sur notre temps libre à faire un Minecraft en C++. Voilà, c'est parti de ça.
En fait, j'ai jamais codé, moi. Parce qu'en fait, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que ça serait, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait un budget illimité? Qu'est-ce qu'on fait comme jeu à partir de cette base-là, en fait. Voilà. Donc en quelques mois, en fait, on a itéré sur nos idées, sur des forums, tous les trois, au début on était que tous les trois. Et c'est très vite, c'est devenu très vite quelque chose de concret et quelque chose avec du potentiel. Donc en août 2012, moi j'ai dit, allez on y va les gars, on a 30 ans, c'est le moment ou jamais. Et donc on s'est, voilà, je me suis décidé à y aller, donc moi j'ai prévu ma société, je m'en vais. Ils n'étaient pas très contents pour le coup Autodesk, je vais leur dire ça. Mais voilà, j'en ai profité. J'ai demandé à Fabien et à Guillaume s'ils voulaient aussi vraiment se donner cœur et âme à ce projet. Ils ont fait le choix, par contre, eux, de rester travailler. C'est leur choix, il n'y a pas de souci. On a convenu comme ça. Donc en février 2013, j'ai démissionné. Et vous voyez, ça a tout mis beaucoup de temps hein, dans le cycle de l'entrepreneuriat, tout met beaucoup de temps. J'ai démissionné du boulot et surtout je me suis attelé à rencontrer tous les collaborateurs dont on a besoin pour créer une société. Cette vision qu'on avait, c'était une vraie entreprise. Je ne suis pas tout seul à développer un jeu dans mon garage. J'ai besoin de budget pour monter une entreprise, pour avoir des salariés. L'objectif c'est d'arriver à 15 salariés. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Faut bien comprendre comment ça marche. Donc là, pour ça, on peut aller à la CCI, on peut rencontrer des experts comptables, des avocats, qui travaillent avec moi aujourd'hui d'ailleurs. Et puis ensuite, il faut aller chercher l'argent pour tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on est 10 salariés, un salaire d'ingénieur, vous le connaissez aujourd'hui, hein, c'est plus de 2 000 € net par mois, ça fait plus de 3 000 € pour la société. Tout ça, ça commence à faire beaucoup de cash par an, par mois. Donc il faut aller chercher les fonds, donc démontrer que le projet est viable devant les investisseurs, faire des présentations à non plus finir, j'en ai rencontré des dizaines, tout ça pour me rendre compte qu'en France, faire du jeu vidéo, ça ne fonctionne pas. Les investisseurs, là, pour vrai, hein, des fois ils vous disent mais le jeu vidéo ça rend les enfants violents. C'est mal parti, disons quand le gars il arrive comme ça, vous voulez que je parte maintenant ou je fais ma présentation, donc c'est très compliqué. On a de la chance aujourd'hui avec Internet et avec l'émergence de toutes les technologies qu'on peut trouver sur Internet, hein, c'est une des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui, c'est du crowdfunding. Okay, on a choisi de se dire, vu qu'on n'arrive pas à trouver les fonds en France, et puis moi je voulais rester français, hein, j'aurais pu tenter ma chance au Canada par exemple, parce qu'il y a pas mal de fonds dans le jeu vidéo, je voulais rester en France. Donc on s'est dit, vu qu'on n'arrive pas à trouver les fonds via les méthodes plutôt classiques, hein, on va aller voir les gens sur le crowdfunding, donc aux US, sur Kickstarter, parce qu'à l'époque, je pense encore aujourd'hui, c'est très compliqué de débloquer plus de 200 000 € sur une plateforme européenne. Donc voilà, objectif, mai 2013, on va sur Kickstarter. Par contre, vu qu'on est 3 ingénieurs, comment on fait? Parce que Kickstarter, c'est une vidéo sexy, c'est toute une page en anglais, tournée à l'américaine, etc. Parce que sur Kickstarter, 60% des gens qui y sont des Américains. Donc on a mis à peu près, je retire ça, on a mis à peu près 1 an à aller sur Kickstarter, du moment où on l'a décidé au moment où on y est vraiment. Et la première étape, ça a été de chercher quelqu'un pour faire tout ce qui est visuel. Voilà. Parce que vous êtes tous en informatique, hein, c'est ça, dans la salle, oui. Si j'ai bien compris. Il n'y a personne qui est dans d'autres sections que l'informatique, si? Même c'est quoi? Mathématiques appliquées, voilà, mais c'est pas des filières artistiques. Hein. Donc si je vous demande aujourd'hui de faire un concept art en 3D, animé, tout ça, enfin, on n'y arrive pas. Donc il a fallu qu'on s'entoure en fait de gens qui étaient compétents là-dedans et surtout qui avaient envie de donner du temps. Parce qu'à cette époque-là, moi, je n'avais pas d'argent, donc il a fallu qu'on trouve des personnes qui travaillent avec nous de manière bénévole. Évidemment, l'objectif, c'était qu'à terme, on monte tout ça ensemble, etc. Donc on a eu cette chance de rencontrer ce gars-là, qui s'appelait Alex à l'époque, qui nous a rejoint au début pour faire il s'appelle toujours Alex. Et il nous a rejoint pour animer, et en fait, il a jamais animé. En fait, finalement, c'est devenu le directeur artistique, et à un moment donné, il est venu me voir, il m'a fait Michel, moi ce que j'aimerais, c'est faire un rendu 3D de l'espace, puisqu'on n'arrive pas à l'avoir dans le code aujourd'hui, etc. Et si vous avez été sur notre page Kickstarter, regardez le trailer, en fait, tous les concepts 3D qu'on voit dans le trailer, c'est lui qui les a fait il y a... ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans déjà. Ouais, 3 ans. Et ensuite, une fois que j'avais réuni, on va dire, cette équipe-là, de compétences différentes, et aussi, une fois qu'on a réussi à résoudre la principale problématique technique qu'on a mis, alors vraiment là c'est purement de l'algorithme, comment on faisait pour afficher nos planètes, etc. C'est plutôt du côté de Fabien, qui a réussi à faire ça l'été 2013 aussi. Là j'ai dit c'est bon, on y va. Donc j'ai créé la société, on a passé le jury avec Fabien de l'incubateur PACAEST, qui est un incubateur sur Bella Sofia,
basé à Nice, mais il est aussi à Sofia, donc c'est plutôt un incubateur pour les... Incubateur, ça vous parle quand vous dites ce terme-là, ouais. Non, parce que des fois, quand j'ai affaire à des personnes un petit peu âgées, il était dans une pépinière, je ne comprends pas. Enfin, tu m'as pas dit que tu étais dans le jeu vidéo, donc bon. Donc on a été passé ça pour vraiment tourner vers l'innovation. Donc nous, on en parlera tout à l'heure, il y a tout un programme innovant dans notre projet d'entreprise. Et puis on a essayé aussi passer, j'ai été aussi passer le jury de la pépinière Krakan, qui est une pépinière d'entreprise à Canaboca orientée multimédia. Voilà, donc il a accepté beaucoup de cinéma, de photos, mais aussi du jeu vidéo. Donc ça peut être des bonnes adresses quand vous sortez dans 2 ans. L'année prochaine, du coup, si je viens passer plutôt, enfin bon, selon l'année dans le je suis censé couper dans un quart du coup, on a été un petit peu vite sur cette partie-là, on ira un petit peu plus lentement sur la deuxième partie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux questions. Je te casse un peu le planning, là. Je passe un peu le planning. Donc, pourquoi il n'y a pas ça j'ai fait ça vite fait hier. Vous savez, faire une présentation quand on a un planning sur les autres, c'est un peu compliqué. Donc sous fond de visuel d'image du jeu, voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant tout ce que je viens de dire? En fait, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Vous avez dit que vous avez passé 1 an avant de mettre en place le Kickstarter, vous avez fait quoi pendant ce temps? On a mis en place le Kickstarter. D'accord. Je sais pas. En fait, c'est pas vraiment 1 an. En fait, on a travaillé 6 mois à temps plein avec Alexandre pour mettre en place cette page Kickstarter. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, Kickstarter n'était pas ouvert en français, donc j'ai dû aussi créer une société aux US, mettre de l'argent là-bas, c'était toute une problématique. Mais c'est surtout la rédaction de la page, pour faire en sorte que le trailer soit sympa, que la rédaction soit à l'américaine, trouver les bons partenaires pour arriver à sortir quelque chose de cohérent, et ça nous a mis presque du temps. Mine de rien, la page Kickstarter, c'est le même travail. Du coup, c'est déjà il fallait avoir déjà un certain fond. Là, comme j'ai dit, à cette époque-là, on travaillait bénévolement. Oui, mais je veux dire que ça vous a coûté des frais de créer une entreprise. Ah bah là, c'est mes économies. D'accord. C'est mes économies, ouais, j'ai mis pas mal de... Mes économies, celles de Guy et celles de famille. Un petit peu, voilà. C'est encore le... Il veut sympa. Ouais, vas-y, ouais. Il y a un élément dans la chronologie qui sont un peu magique, c'est le moment où... Là, ici le recrutement artistique bénévole, en fait. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est un mauvais terme, recrutement. D'accord. C'est plus l'aspect... c'est quoi je super idée vient, on le fait, et puis miraculeusement il vient. Et c'est plutôt le truc qu'on voit dans les films, alors c'est pas ce que non, ça c'est vraiment passé comme ça. Tu vois, tu dis c'est magique, en fait, si tu veux. Alors, nous en tant qu'ingénieurs, on n'a pas de réseau artiste. Hein. Enfin, bon, corrigez-moi si je me trompe pas. Moi j'avais un réseau d'ingénieurs informaticiens, c'est tous les anciens collègues de l'ESI, puis d'autres que j'ai pu rencontrer via des collègues, etc. Mais toucher des artistes, c'est très compliqué. Et il se trouvait que dans ma mémoire, j'ai fouillé un petit peu, et en terminale, ça remonte longtemps, j'avais un gars qui adorait dessiner, et je savais qu'il était parti faire des études artistiques. Et en fait, ce gars-là, il est concept artiste à Blizzard. Tu vois, le mec, il a tout bref, tout ça. Donc, je l'ai contacté, il dit « Ah, Michel, comment ça va, tout ça ?» Et il s'est souvenu de moi. Super, bon point. Et du coup, évidemment, je lui ai dit « Toi, tu vas pas nous rejoindre parce que ça ne t'intéresse pas. » Il m'a dit « Évidemment que je ne vais pas te rejoindre, je travaille à Blizzard. » Voilà. Et donc, du coup, j'ai dit « Est-ce que tu ne pourrais pas m'envoyer vers des gens qui pourraient m'aider à trouver des personnes ?» Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, les jeunes, il y en a plein qui cherchent des projets sympathiques. Voilà. Donc du coup, je suis allé sur un site qui s'appelle Café Salé. Pareil, à noter ce site-là, c'est un site c'est une communauté artistique en fait. On peut parler de tout et surtout on peut faire des demandes de je cherche un artiste qui pourrait m'aider à créer mon univers, grosso modo. Donc j'en ai trouvé un. C'était pas lui, hein. C'était pas Alex, c'était un autre Alex pour tout. Et comment dire, c'est lui qui m'a ouvert son réseau en fait, si tu veux. Et de fil en aiguille, on est arrivé à quelques artistes qui travaillent encore aujourd'hui et avec Alex. Et si tu veux, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que le gars, il a vu l'idée qu'on avait. À l'époque, on avait un petit prototype dégueulasse par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. On avait un petit prototype qui montrait un petit peu le concept. Et en même temps que sur SCAD, je lui montrais une démo du jeu. Il a été bluffé. Il a dit, bah ok, je viens bosser avec vous. Voilà. C'est plus assez café salé, ouverture de réseau, tout que... Voilà, c'est ça. Il faut arriver à aller les chercher. De toute façon, quand tu montes une entreprise, il faut toujours arriver à aller chercher les bonnes personnes. Et là, tu fais avec tous les moyens que tu peux utiliser. Ne jamais oublier les amis qui étaient avec vous au collège ou au lycée. On ne sait jamais, ça peut servir. D'autres questions? N'hésitez pas, hein, vraiment. Et sur la plateforme, vous avez décidé de... Alors ça, on va y venir juste après pour le coup.
Ah, parce que sinon, après, il y a toute une slide à la fin où je vais la consacrer à Kickstarter. Mais plutôt sur le parcours, sur la création de la société, sur des éléments un petit peu. Ouais. Du coup, au niveau de l'idée que vous avez eue, vous étiez absolument sûr et certain que ça avait du potentiel. Vous étiez allé sur les forums. Il faut y croire. Sincèrement, il faut y croire. Mais sur les forums, vous aviez eu des retours positifs. On a eu beaucoup de retours positifs. Et bon, étant joueur, je suis sûr que dans la salle, il y a pas mal de joueurs aussi. Donc on est capable un petit peu d'évaluer les jeux quelque part. Et on a évalué notre jeu, on s'est mis à la place des joueurs. Voilà. Donc on y a cru et il faut y croire, il faut y aller, même si tout le monde, pour le coup, tout le monde nous disait c'est pas la peine, tu n'y arriveras pas. La preuve, on est là aujourd'hui. Bon, c'est pas. Plus belle la vie, on sait que ça marchera pas. Mais pour le coup, plus belle la vie, je ne vais pas porter ce projet-là. Vas-y. Je t'ai vu aussi. Comment on présente un jeu en essayant d'attirer et de demander du feedback en minimisant le risque de se faire chevalier? Ah bah ça, c'est le principal inconvénient de Kickstarter. C'est-à-dire que tu te mets nu devant tout le monde et tu croises les doigts. Tu croises les doigts pour que ce que tu as fait va pas être repris. Même avant Kickstarter, sur le forum, je suppose ouvert à tout le monde. Ah, ça s'est fait en 2 mois. C'est-à-dire qu'au moment où on a révélé l'idée au public, et au moment où on est sur Kickstarter, il s'est passé 2 mois, donc c'est pas possible de nous voler l'idée. Par contre, les feedbacks qu'on a eu, c'est plutôt les amis, l'entourage, tu vois. Là, c'était plutôt dans une sphère privée, il n'y a pas eu de fuite. Après, ça dépend de la nature de l'idée. Quand ton idée elle est vraiment très innovante et que n'importe qui peut la réaliser, bah, il y a 2 choses. C'est que 1, tu n'es peut-être pas le seul à l'avoir eu. Et 2, toi, elle te paraît extraordinaire, alors que la plupart des gens à qui tu la présentes vont dire ah ouais, ça a l'air d'être une bonne idée. Mais eux, ils auront leurs propres idées, ils n'auront pas forcément envie de faire comme toi. Donc souvent, croire que son idée, on va se la faire piquer, bah, c'est très peu probable. Parce que les gens, ils ont de toute façon déjà d'autres idées, et puis ils ne croient pas forcément que toi. Quoi. Bon, par contre, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des idées qui étaient on va dire, nouvelles à l'époque, c'était il y a 4 ans déjà, qu'on a eu pour notre jeu, elles sont apparues sur le marché au fur et à mesure du temps. Pas qu'ils nous ont volé l'idée, c'est juste que, je veux dire, on est 9 milliards sur la planète, c'est clair et net qu'il y a des gens qui ont les mêmes idées que nous. Il y a quelques idées qui sont venues sur le marché en fait. Voilà. Et bon, il faut avoir quelque chose d'innovant, s'il n'y a pas d'innovation, ça ne marche pas. Nous, on avait pas mal de parties innovantes, il nous en reste encore quelques-unes aujourd'hui. T'as une question? Vous avez créé quoi comme type de société? Une SAS. Alors ça c'est du jargon, mais la SAS, elle te permet une chose intéressante, c'est qu'elle te permet d'avoir plus de 200 actionnaires ou un truc comme ça. Et vu qu'à l'époque je ne savais pas du tout comment allaient s'arranger les choses au niveau de l'investissement, je me suis dit je me mets pas je me bride pas à ce niveau-là. Ça permet aussi au président d'être salarié. Passage. Ouais, vas-y. Et pour votre idée, comment tu fais pour la protéger? On la protège pas, une idée. Ça, faut pas croire, comme disait Fabien, faut pas croire qu'aujourd'hui une idée tu la protèges, surtout dans le jeu vidéo. Quand tu as vraiment une idée très technique, je veux dire des algos, là tu peux t'amuser à essayer de la déposer à l'INPI, mais plutôt à la communauté OEM et sur communauté européenne, excuse-moi. Ou alors déposer des brevets carrément. Si tu as les moyens de déposer un brevet sur ton idée, sur tes algos, ça nécessite beaucoup de travail. Attention, c'est pas j'arrive à l'organisme, je dépose mon brevet. Il y a à peu près 4 mois d'études avec des avocats pour voir si ça passe ou pas, est-ce que tu peux le déposer, etc. Et 20 000 € de frais. Et 20 000 € de frais aussi. De toute façon, dans le jeu vidéo, on ne s'amuse pas à déposer de brevets, ça sert à rien, on ne fait pas du matériel. En fait, si on avait une innovation matérielle, à la limite, on l'aurait fait. Vu qu'on reprend déjà, nous, des idées, le concept d'autres jeux, c'était très difficile, vous verrez tout à l'heure, Fabien en parlera, très difficile de déposer un brevet sur notre moteur. Voilà. Puis ça coûte beaucoup de thunes, pas grand-chose. Attention, je parle vraiment dans notre domaine spécifique de l'informatique. On serait dans l'industrie, on serait dans la pharmacie, dans le médical, là ça serait différent. Vas-y. Vous parlez de brevet pour du code, et ouais, voilà. moi je pensais que c'était justement du droit d'auteur pour tout ce qui était développement logiciel. Ah mais après si tu as... Et du coup, vas-y. Enfin, bref, je suis un peu perdu là-dessus. Alors le droit d'auteur ça n'a rien à voir avec la protection des idées. Non mais pour le code, parce que c'est l'idée, elle n'est pas protégeable. Bah, ça dépend de ce que tu fais avec ton code. C'est pas ton code que tu protèges, c'est qu'est-ce que tu fais avec ton code. Je sais pas, tu as un super algo qui va révolutionner, comme dans la série Silicon Valley, tu as un super idée qui va révolutionner le marché du YouTube parce que tu as un algo qui te permet de diviser par 20 la compression des images en temps réel sur le réseau. Ton code, tu vas le protéger. Tu vas pas faire un droit d'auteur, tu vas le protéger ton code et tu vas le vendre. Et quand tu vas le vendre, tu vas récupérer, alors c'est pas un droit d'auteur, c'est des royalties sur ce que tu livres. Et juridiquement, c'est possible ça.
Mais tout est possible. Juste que tu sois bien accompagné et que c'est surtout là pour le coup c'est pas toi qui fais ça, hein, c'est l'avocat, tu discutes avec un avocat, c'est lui qui va t'accompagner là-dessus. Avocat spécialisé dans le dépôt de brevets de protection de propriété intellectuelle. Sur Sophia Antipolis, on a un cabinet qui est très bien pour ça, c'est le cabinet avec lequel je travaille, qui s'appelle Venturi. Ils ont l'habitude depuis, ça fait 20 ans je crois qu'ils sont sur Sophia, ils accompagnent la plupart des startups qui sont sur Sophia à ce niveau-là. Voilà. Mais ça se protège, hein. Si tu as une idée révolutionnaire que tu vas pouvoir vendre à des Apple, à des Google, à des YouTube, non YouTube c'est Google, à d'autres sociétés comme ça, il faut la protéger. Soit tu la protèges, soit tu la vends directement à ces gens-là. Finalement, après, ça dépend de ce que tu veux faire. Voilà. Mais c'est compliqué, hein. Sincèrement, protéger une idée, protéger du code, etc., c'est super compliqué. Enfin, mon conseil perso, ça serait plutôt d'avoir de réfléchir vraiment comment je la mets sur le marché le plus vite possible et la vendre. Comme ça fait pénard. Enfin là, c'est personnellement, hein, c'est... Tout ce qui est juridique, c'est compliqué. Vas-y. J'ai vu sur le planning du site web qu'après vous allez sur Steam, aussi sur essayer de le déployer sur console et vous êtes déjà renseigné, c'est pas un peu chaud du coup Steam tout ça, quoi, une nouvelle boîte qui... Je sais pas comment ça marche. Tu me reposes la question de tout à l'heure. Parce que en fait ça fait partie du planning que j'ai mis en place dans la dernière des slides en fait. Ok. C'est ça. Ou sinon je m'en rappellerai. Quelqu'un d'autre pour... Ouais, vas-y. Donc avant de partir à faire cette boîte, avant vous avez tous travaillé dans des milieux assez différents mais toujours dans l'informatique. Est-ce que ça vous a servi pour créer cette startup? Vas-y, réponds. Réponds Guillaume, t'as pas pu parler. Ouais, pour le coup, je suis peut-être le moins bien placé, étant donné que moi j'étais vraiment très loin du jeu vidéo. Oui, ça sert toujours parce que ça fait toujours de l'expérience. Enfin, par exemple, moi j'avais déjà créé ma propre société, ce qui fait que j'avais déjà un peu une idée au tout début quand on discutait avec Michel sur Skype des projets, etc. Oui, ça servait un petit peu. Après, je sais pas, Fabien, je pense qu'il a vu qu'il a bossé dans une boîte de jeux vidéo avant, ça a peut-être plus d'impact justement. Ça dépend sur quel aspect. Toi, tu savais créer une société, moi je savais développer un jeu. On avait voilà, c'est chacun pas une partie de ce qu'il faut. Quoi qu'il se passe, monter une société après avoir pris de l'expérience dans une autre société qui n'est pas la tienne, c'est que du bon. Parce que tu vas apprendre plein de choses, ne serait-ce que l'environnement de travail qui est complètement différent à des lieux de ce que vous vivez aujourd'hui. Après, tu apprends à coder en groupe, tu apprends à professionnel, attention, toujours pareil. La sphère de l'étudiant est vraiment différente de la sphère professionnelle à ce niveau-là. Donc, je ne sais plus c'était quoi ta question, est-ce que c'est bien ou pas ou... Justement, est-ce que ça vous a servi? Est-ce que vous pensez que sans ça, vous n'aurez pas réussi à faire cette startup? Moi, clairement, si j'avais commencé ce projet il y a 10 ans, directement en sortant de l'école, je pense qu'on se serait royalement planté. En fait, quand tu... Non, mais t'as raison. Quand tu commences à programmer... quand tu programmes, en fait, je pense peut-être si vous programmiez peut-être avant d'arriver à l'ESI, par exemple, vous allez vous rendre compte en regardant le code que vous écriviez quand vous aviez 15 ans que je codais n'importe comment. Et ça, en fait, c'est vrai d'année en année. C'est-à-dire qu'à 25 ans, quand tu vois le code que tu écrivais à 23 ans, tu dis la même chose. Et à 30 ans, quand tu vois le code que tu écrivais à 25 ans, tu te redis encore la même chose. Je peux pas aller plus loin. Ouais. Enfin, je sais pas. Et voilà, et en fait, tu t'améliores au cours des années, tu changes ta manière de coder, etc. Et avec le recul, tu te dis, ouais, bon, si j'avais commencé à l'époque, j'aurais peut-être réussi à faire quelque chose. Par contre, ça n'aurait pas été aussi évolutif que ce que ça m'aurait eu besoin par rapport à l'ambition de ce que je voulais faire. Là pour le coup, effectivement, moi qui ai créé ma société directement en sortant de l'école et je ne suis pas passé d'abord par cette phase de salariat, si j'avais à refaire, je pense que je ne le ferais plus dans cet ordre-là. Je passerais d'abord par la phase de salariat. Parce que je m'en suis sorti, hein. C'est pas que j'arrivais pas à développer mon application, ça marchait très bien au final, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, comme disait Fabien, tu regardes ton code maintenant, tu te dis, mais ouais, voilà, comment j'ai codé ça, quoi. Mais voilà. Et puis quoi qu'il se passe, tu prends de la maturité aussi. Je veux dire, on est plus sage à notre âge que l'on était quand on avait 23 ans. Donc ça aussi, mine de rien, ça sert beaucoup quand tu veux créer une société. Il faut pouvoir encaisser tout ce qui va se passer, de bien ou de pas bien. Vas-y. Mais donc là, si je reprends le propos de Fabien, c'était oui, il y a quelques années, je codais moins bien, etc. Mais on pourrait toujours repousser cette question en se disant oui, mais dans 10 ans, je ferai encore mieux, je serai un génie, etc. Et d'un autre côté, par contre, peut-être que c'est plus sur l'aspect observation d'une entreprise, comment elle fonctionne, et puis développer le réseau, justement, rencontrer d'autres personnes qui ont des projets. Après 10 années d'expérience dans l'information professionnelle, on a rencontré beaucoup de gens
Et c'est beaucoup plus facile après d'avoir un réseau de professionnels. Ça nous est arrivé souvent de faire appel à d'anciennes connaissances, etc. Ce qu'on n'aurait pas pu faire quand on était jeune. Attention, hein, on dit ça, mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire dans une entreprise quand on est jeune. Hein. C'est juste que voilà, nous, on a estimé que c'était bien pour pouvoir. On a travaillé 10 ans, on a monté notre société, ça s'est bien passé. Bon, on n'aurait pas eu l'idée il y a 10 ans pour tout. Et pas Minecraft il y a 10 ans. Et on serait pas là aujourd'hui, si bon. D'autres questions? Ouais, vas-y. Là-bas. Ouais. Vous avez quand même des plannings, des deadlines, un peu de pression Ouais, je leur mets la pression, ouais. Parce que sinon il n'y en aurait pas, donc ça c'est plutôt, j'ai envie de dire, le rôle du chef de projet. Dans mon cas, c'est le chef de l'entreprise. Donc je leur mets des deadlines, ouais, qu'on respecte jamais. Mais bon, je les mets, quoi. Voilà. Non, par exemple, là, pour parler concrètement, on a tout un planning, on fonctionne par sprint avec la méthode agile, etc. Vous connaissez sûrement. Et on a une deadline avant l'été. Voilà. On a une deadline au mois de mai, on est censé sortir quelque chose au mois de mai. On va voir si on va y arriver. Bon, faut savoir que, je t'ai lu, hein. Faut savoir que dans l'informatique, il n'y a jamais un seul planning qui est respecté. Hein. Enfin, dans toutes les boîtes que j'ai fait, même dans les vôtres, on a un planning au début, vu que c'est des plannings qui généralement sont sur plusieurs mois, voire plusieurs années, ils ne sont jamais respectés. C'est pas possible. Enfin, si vous avez une manière de faire, je la veux, hein, parce qu'elle est forcément magique. Donc, tu mets vers moi, je la veux. T'avais une question? D'un point de vue parcours professionnel, est-ce que votre parcours étudiant vous a servi dans la création de jeux, que ce soit au niveau des stages? Ah, j'aurais pas fait une école d'informatique. Ça y est, on a 15 minutes de questions. Ça y est, on a 15 minutes de questions. On se souvient que de ça quand on va partir. Si j'avais pas fait des études en informatique, jamais j'aurais fait ça. Ça, c'est clair et net. Je veux dire, c'est bien parce que j'ai fait des études en informatique et que j'ai toujours eu envie, d'ailleurs on a tous envie de travailler dans le jeu vidéo, qu'on en est là aujourd'hui. Après, le parcours est différent, hein, je veux dire, on a perdu quelques années, enfin voilà, mais c'est primordial, j'ai envie de dire. Ouais. En tant que CEO, vous avez le temps de vous investir un peu dans le projet de développement ou il y a trop de choses juridiques à gérer au niveau de la société pour ça? C'est une des principales problématiques. Ouais. En fait, vu que notre équipe elle est quand même assez grande, même si on n'est pas très grand, on est quand même 10. Hein. Et c'est vrai que, et surtout, depuis le début, moi je suis à la recherche de fonds. Enfin, il faut savoir qu'un entrepreneur qui a des salariés, de toute façon, 70% de son temps, à part s'il a eu de la chance de faire une belle levée de fonds au début, il va consacrer son temps à la recherche de fonds, de subventions, d'aides, etc. Mais il me reste à peu près 30% de mon temps pour gérer mon équipe et puis aussi pour m'occuper du jeu. Parce que le premier concepteur du jeu, c'est moi. Même si j'ai délégué beaucoup de choses depuis le début, hein. Fabien, je lui ai délégué complètement la partie programmation, je m'en occupe même plus. Je suis quand même là pour lui poser des questions parce que j'aime bien savoir ce qui se passe et puis vu que je viens d'ici aussi, je comprends ce qui se passe, etc. Mais j'ai vraiment tout délégué. Donc en tant que patron, t'apprends à déléguer. Et c'est vrai que j'ai préféré avoir beaucoup plus de temps à consacrer au jeu. Ça, c'est sûr. Ouais. Du coup, c'est la galère niveau fonds, parce que si c'était 200 000 euros, divisé par 10, ça fait déjà 20 000. Tu donc... gardes la question après la question. Ça va ça dans le dernier slide. Est-ce qu'on passe à la suite là? Ouais. Bon, de toute façon, les questions, vous pouvez les garder pour la fin, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, c'est quoi déjà le suite? Voilà, ça fait depuis le début de la présentation qu'on vous parle de l'idée, mais finalement on n'est jamais vraiment rentré dans le détail. Donc notre jeu, qu'est-ce que c'est finalement? Donc en fait, on est, je suppose, comme pas mal d'entre vous, des joueurs à la base, notamment des joueurs de RPG, de jeux de rôle, de jeux d'action. Donc comme vous pouvez voir, là on a des références à Zelda, Final Fantasy, Skyrim, je pense que tout ça, ça veut dire quelque chose. On avait donc ce background de joueurs derrière nous, on avait vraiment cette envie de faire un jeu un peu dans ce type-là. Et en même temps, on avait, il y a forcément Minecraft qui était sur le marché. Comme l'a dit Michel au début, faire un Minecraft en C++, ça nous tentait bien.
Et on s'est dit, ben, dans ce cas-là, autant fusionner les deux. Donc, le concept de notre jeu, en fait, c'est ça, c'est qu'on a un univers qui est donc un monde fait de blocs concrets, dans lequel on veut en plus avoir une histoire, un scénario. D'accord ? La petite particularité en plus, c'est que dans notre jeu, en fait, on évolue donc dans un système solaire qui est fait de planètes, et ces planètes sont cubiques. On a fait ce choix-là dès le départ, parce qu'en fait, on ne voulait pas avoir un monde plat, infini, comme dans un Minecraft. On trouvait ça un peu triste. Puis on s'est dit, ça serait vraiment bien d'être sur des planètes. Du coup, des planètes cubiques, vu que le monde était fait de blocs, ça nous semblait assez naturel. Il y a une problématique technique aussi, mais on ne va pas rentrer dans les détails, sinon je ne laisserai faire pas bien, c'est bizarre. Voilà. Et donc, on a donc un système de gravité, où on peut changer de face. Enfin, ça, si vous testez un jour notre jeu, vous le découvrirez. Et donc voilà, donc, un jeu en bloc, avec une histoire, un scénario. On a toujours eu la volonté aussi de pouvoir, au niveau construction, donner la possibilité aux joueurs en fait, de construire des choses qui lui soient utiles. Et donc, un des trucs qui nous est venu en premier, une des premières idées qu'on a eues, qu'on a toujours voulu faire, c'est la possibilité de se créer des véhicules en utilisant directement les blocs du jeu pour pouvoir se déplacer sur nos planètes, se déplacer entre planètes, etc. Donc ça, c'était aussi une des features majeures qu'on voulait dans notre jeu. Pris individuellement, chacune de ces features ne sont pas forcément très révolutionnaires aujourd'hui. Il y a 4 ans, un jeu qui faisait des véhicules faits de blocs directement construits dans le jeu, où on pouvait se déplacer avec, ben, sauf erreur, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y en a, donc c'est plus pris indépendamment, c'est plus révolutionnaire. Par contre, le mélange de tous ces genres, le mélange du côté jeu de rôle, du côté jeu aventure, du côté jeu de construction, de la possibilité de se construire ses propres véhicules, de pouvoir se déplacer avec, tout ce mélange-là, en fait, c'est ce qui fait l'essence de notre jeu et qui, lui, reste, a priori, toujours encore unique. Voilà, donc, par rapport à un Minecraft, en gros, dans Minecraft, on a des blocs qui font 1 mètre cube et qui sont forcément cubiques. Dans notre jeu, en fait, on a des blocs qui font 25 cm de côté. Donc, dans un bloc de Minecraft, on peut mettre 64 de nos blocs à nous, ce qui veut dire toute une complexité, forcément, au niveau structure de données, etc., bien plus grande que dans Minecraft. Et en plus de ça, parce qu'on n'aime pas faire les choses de manière simple, on a en plus rajouté 6 formes de blocs différentes. Donc on a en plus des blocs en pente, on a des coins de blocs, etc. Ce qui nous permet, en fait, si vous regardez tous nos visuels, vous voyez que la finesse des constructions est quand même bien plus, enfin, c'est bien plus détaillé que dans un Minecraft, c'est bien plus poli que dans un Minecraft. Donc voilà, par exemple, vous voyez qu'on peut faire des choses, l'arbre là est fait avec les blocs de notre jeu. Tous ces visuels-là sont des visuels qui sont faisables avec notre jeu. Le premier, donc la première image que vous voyez en haut, c'est un des concepts que Alex, donc, notre directeur artistique, a fait pour notamment la campagne Kickstarter. C'est un des visuels qui a bien convaincu aussi. Et en bas, vous voyez 2 images rendues en jeu. Donc à gauche, vous avez la toute première version, la toute première alpha qu'on a sortie, qui était déjà, c'était quand? C'était en janvier l'année dernière, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un donjon en fait, c'était un premier niveau type donjon où il fallait s'échapper d'une mine en affrontant des ennemis. Et à côté, à droite, vous avez la dernière alpha qu'on a sortie en date, qui était plus orientée système de fabrication d'objets, exploration, récolte de matière, etc. Donc, faut savoir que notre monde est constitué d'énormément de matières différentes. On a vraiment plein de matières. Je pense bien plus que dans un Minecraft, une centaine, j'ai envie de dire. Et voilà, donc il y a tout cet aspect construction, jeu de rôle, jeu d'aventure. Et voilà, c'est ça notre jeu. Voilà. Je lui avais dit de tenir 5 minutes, il a tenu 5 minutes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà 20 000 joueurs qui ont précommandé le jeu sur notre site. Et ça fait à peu près 260 000 € de gagnés. Je dis à peu près parce que sur Kickstarter, il y avait pas mal de choses différentes. Donc Fabien va vous parler maintenant un petit peu de tout ce qui fait que le projet est innovant en fait. Voilà. Tu me diras pourquoi tu veux. Donc on va essayer de faire un ours blanc dans ce matin. Donc notre objectif c'était de faire un jeu sur les planètes cubiques, avec des blocs tout petits, avec plein de formes différentes, avec plusieurs planètes dans le système, avec des paysages sur les planètes, etc. etc.
Donc, bon, quand on voit le résultat, on ne se rend pas forcément compte des problèmes techniques. Alors, on a mis beaucoup de temps pour développer ce truc-là. Ça a pris plus de 10 000 heures de travail, estimation à la louche. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Alors déjà, si on compare à Minecraft, on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, 64 fois plus de blocs à gérer au niveau du volume. Et ce qui veut dire aussi, c'est qu'une planète comme celle qui est à droite ici, qui fait 3 km de côté, elle a plus de 4000 milliards de blocs. Donc il est hors de question de stocker par exemple l'ensemble de ce modèle en mémoire. Il faut qu'on affiche les choses en fonction du point de vue, enfin, progressivement. C'est-à-dire que si on regarde par exemple l'image qu'il y a ici, au premier plan on voit des blocs de 25 cm de côté. Un peu plus loin ici, il y a un endroit où ça va se dégrader, je pense à partir d'ici, où les blocs utilisés vont être des blocs de 50 cm de côté. Et beaucoup plus loin, alors peut-être sur la montagne de la vallée arrière, ça va être des blocs de 1 mètre de côté. C'est ce qu'on appelle la technique de sous-résolution. C'est une des plus grosses innovations en fait, enfin innovation, pas forcément, enfin, c'est pas le système de LOD, c'est quelque chose d'assez répandu. Par contre, le fait d'utiliser des LOD pour faire du rendu de jeu en voxel, c'est un des trucs les plus compliqués. Ça implique plein de problèmes. Par exemple, le problème principal sur les LOD, c'est ce qu'on appelle les coutures. C'est-à-dire qu'au moment où les LOD vont changer de résolution, on peut potentiellement avoir, j'imagine je fais un trait imaginaire ici, il y aura la limite entre les blocs de 25 cm et de 50 cm. On peut avoir des trous dans la géométrie. Donc il faut construire avec les coutures. Autre problème. Il vous a perdu ou pas? C'est là où il est censé vous perdre. Autre défi, il faut faire par exemple une planète. Alors celle-là, ça ne voit pas très bien, mais on peut voir ici. Il faut on a envie de générer du terrain. Donc il faut que le terrain paraisse réaliste. On peut utiliser des algorithmes de génération de terrain. On voulait aussi que la planète, en fait, alors ça ne se voit pas très bien là-dessus, mais qu'il y ait des déserts en fait au niveau de l'équateur ici, que ici il y ait plutôt des forêts et des plaines, et que là en haut il y ait plutôt les cœurs du pôle Nord, c'est-à-dire des montagnes avec de la neige ou des trucs comme ça. Bon, c'est un petit peu ce qu'on a réussi à faire. Ici on voit du désert brun là ici qui apparaît plus loin. Là on a la forêt qui arrive, et sur le haut en fait là ici on a un exemple de haute planète, on peut avoir des montagnes qui ont de la neige. Donc on prend en compte l'altitude du terrain, un taux d'humidité pour faire la mer et les forêts, une notion de latitude en fait au niveau de la planète pour savoir si on est triste ou pas, etc. Et on mélange plusieurs biomes, enfin en gros des paysages, pour faire on ne fera jamais par exemple de neige à côté du désert. On ne passera pas forcément par des biomes intermédiaires. Donc pour ça il y a des techniques qui s'appellent des cartes de température et d'humidité, où on dessine en 2D les biomes en fonction de la température et de l'humidité, et on s'arrange pour mettre côte à côte les biomes qui ont le droit de naître. Autre défi technique, là ici, on ne voit pas bien, mais en fait, d'un côté ici il y a de la mer, et de l'autre côté il y a directement de la forêt. Ici il y a de la mer contre la mer, mais là d'un coup il y a de la forêt, et là il n'y a que de la mer. Et alors, on ne voit pas c'est un petit peu dur à voir, mais s'il y en a qui ont vu des vidéos de la version actuellement livrée du jeu, on a des soucis de couture, c'est-à-dire que les coutures au sein des différentes phases de la planète. Sur l'artwork qui est ici, enfin le rendu qui est ici, pardon, c'est un rendu game, là on a réglé les problèmes de couture, c'est-à-dire que quand il y a de la mer d'un côté, il y a forcément de la mer de l'autre, le monde est continu. Ça aussi, c'est des problématiques techniques assez compliquées, parce qu'une fois qu'on a fait notre génération, c'est peut-être trop tard, donc il faut ajuster. On a aussi toute la mécanique du de chargement progressif, c'est-à-dire que vu qu'on fait pas tout en entier, il faut charger et générer au fur et à mesure. Donc on utilise du multithreading pour générer en arrière-plan. Il y a toute la partie persistance, il faut que quand le joueur casse, enlève des blocs, on sauvegarde. Donc on sauvegarde un minimum de données. Il y a la partie multijoueur encore qui vient se rajouter par-dessus. Donc il faut qu'en multijoueur ça aille vite, parce que les débits de collection de débit de vie la plupart du temps, il faut prendre l'hypothèse que. Et ah non, je vais encore plus de temps. Etc. Enfin, il y a plein de problématiques techniques, plus compliquées les unes que les autres à faire, et donc c'est ça qui fait que le projet peut être assez innovant. Je vais en terminer avant. Attends, on n'a pas le temps, on n'a pas fait ce longtemps. Donc on travaille en fait pour ça, on a travaillé au début sur Ogre, on s'est vite rendu compte de certaines limitations, notamment un très mauvais support de Ogre, ça vous dit quelque chose? Non.
un petit peu qui connaissent, c'est un moteur gratuit en fait, un moteur de jeu gratuit. Enfin, c'est plus un moteur de rendu qu'un moteur de jeu. Et on est passé vraiment sur Unreal Engine qui nous apportait, en plus d'un meilleur support de DirectX 11, qui nous apportait surtout aussi la portabilité, des outils un peu plus avancés, du son, enfin c'est plus Unreal Engine qu'un... Vous connaissez Unreal Engine? Vous connaissez Visual Studio C++? Et on code sous Windows avec Visual Studio. Voilà, rien de facile pour. Voilà, à toi Michou. Ce qui est important surtout, c'est quand on monte une société aujourd'hui en France, si on ne fait pas d'innovation, il faut avoir l'argent dans sa poche. Parce que sans innovation, en France, on ne trouve pas d'argent. Et j'irai même plus loin, aujourd'hui, sans innovation, on ne va pas trouver de l'argent chez les investisseurs. Tout ça pour dire que si on n'avait pas fait tout ça, en fait, qui pour le coup, nous, était une contrainte pour le jeu qu'on voulait faire, mais je ne savais pas au début, en fait, que ça allait me servir vraiment, moi, à trouver des fonds. Voilà, par exemple, là, j'ai mis le petit truc crédit d'impôt recherche. C'est une des nombreuses aides françaises qui existent pour faciliter la vie des entreprises innovantes. Donc, tout ça pour dire, voilà, tout ça, c'est pas du blabla technique pour s'amuser, pour le fun, enfin si au début c'était ça, mais ça sert au jeu, ça fait qu'aujourd'hui on arrive à afficher ce genre d'image qu'aucun autre jeu en bloc, j'insiste bien sur le en bloc, parce que les jeux ultra réalistes, ils font des trucs magnifiques, mais ils n'ont pas toutes les contraintes de monde dynamique, etc. Ça nous permet d'être innovant quand on voit le jeu, et ça nous permet d'être innovant aussi techniquement par rapport à tout l'outil administratif fiscal. Voilà, okay. Ça c'est très très important quand on monte une société en France. Là, je vais vous saouler un petit peu encore pendant 2 slides. Quand on monte une entreprise, toujours prendre en compte le fait qu'on ait un produit dans un marché. D'accord? C'est pas j'ai une super idée, c'est sûr il va marcher. C'est j'ai une super idée, j'ai étudié le marché, et peut-être que, en regardant les chiffres, en effet, je peux peut-être me mettre entre 2 produits, et là ça va marcher. Et toujours penser à regarder le marché du jeu vidéo. Là je suis purement de l'optique, expliquer un petit peu comment fonctionne le marché, pourquoi on lance un produit, pourquoi on ne le lance pas, etc. Et surtout ce travail-là, peut-être, mais moi j'en ai rien à faire, je suis sûr que mon idée marche, non. Ce travail-là, vous devez le faire pour convaincre l'administration française, vous devez le faire pour convaincre les investisseurs, puis ça va vous aider aussi, vous, à voir si votre produit s'insère bien dans le marché. Voilà. Donc là, je vous ai mis quelques chiffres du jeu vidéo, enfin bon, c'est assez intéressant, ça c'est plutôt du blabla orienté investisseur, vous voyez, des premiers marchés culturels, stratégiques par le gouvernement français, c'est des termes que les investisseurs, ça les rassure. Voilà. Oui, parce que les présentations, vous allez devoir les tourner, vous allez devoir expliquer votre projet en fonction de votre public. Vous voyez, je vous parle depuis le début, mais jamais on n'aurait fait ça comme ça devant un investisseur. L'investisseur peut se cravache, le truc il est timé à la seconde, etc. Là, on fait ça un petit peu à l'arrache. Voilà, donc quelques stats. On peut trouver n'importe quel marché de l'informatique, mais même n'importe quel marché, vous pouvez trouver des chiffres sur Internet aujourd'hui. D'accord? Alors, il y a des marchés, c'est un petit peu plus difficile que d'autres. Pour ce qui est de l'informatique, j'ai envie de dire, c'est plutôt facile, on a cette chance-là. Et encore plus de chance si on fait du jeu vidéo, parce qu'il y a tellement de statistiques de vente pour savoir quel jeu marche bien, etc. Donc on arrive par exemple à trouver que Minecraft, il a fait plus de 50 millions de ventes. Alors ça, c'est des chiffres qui datent de 2012. Mais aujourd'hui, ils en sont à 100 millions, donc on peut en déduire que grosso modo, ça marche. Donc si je fais un truc qui ressemble un peu, et puis potentiellement je peux prendre 1%, ça fait même pas 1 million de joueurs, c'est bon, j'ai gagné. Okay, donc il faut toujours bien savoir où est-ce que vous vous placez sur le marché. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Si vous faites quelque chose qui ressemble à quelque chose qui existe, comment je me différencie, etc. Voilà. Donc pourquoi je marquais ça là? Oui, c'est toujours pareil pour convaincre les investisseurs que grosso modo il y avait un potentiel sur le marché. Quand on arrive devant les investisseurs et qu'on leur dit voilà, mon concurrent principal vient de se faire racheter par Microsoft pour 2,5 milliards de dollars. Généralement, ça n'a pas de revenu, et j'aurais dit mon concurrent principal, il a fait 20 ventes sur l'année 2012. Ça marchait pas. Voilà. Les questions? Ouais, allez, vas-y. En fait, un peu à double tranchant, ce qui voulait dire, justement, mon concurrent principal,
il faut quand même 2,5 milliards. Tu as forcément un concurrent sur le marché. Si tu n'as pas de concurrent, c'est soit que ton idée elle est mauvaise, soit que tu es un génie. Non, mais le fait d'avoir un concurrent en face. Ah, mais il faut qu'il y ait de la concurrence. Si t'as pas, un marché sans concurrence, c'est un marché qui ne fonctionne pas. Ou alors tu as un génie, tu inventes un marché. C'est très rare, hein, ça, enfin, je vous le dis franchement, hein, ça n'arrive plus aujourd'hui, très peu. D'accord? Tu es peut-être un génie. Si tu as un génie, tu me voir quand tu lances ton projet. Non, il faut rassurer les gens que vous allez rencontrer pour leur dire mon idée elle peut marcher. Et regardez, il y a un concurrent mais qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Minecraft, ils ont vendu. Enfin, je veux dire, c'est le leader sur le marché, mais on ne vient pas en frontal direct se battre contre eux, etc. Je veux dire, Minecraft, ça fait 10 ans qu'il vit. Il vend encore des jeux, il est temps que d'autres personnes prennent sa place, grosso modo. Donc c'est, et pourquoi pas nous, mais ça peut être d'autres, hein, mais pourquoi pas nous. Okay, c'est comme ça. On n'arrive jamais avec un projet et on dit je vais devenir le leader. Enfin, à moins que vous ayez le culot d'un mec qui lance Google il y a 15 ans, mais ça n'existe pas. Donc, tu étudies ton marché, il y a forcément quelqu'un qui est déjà là, et tu dis comment tu vas faire pour arriver à vendre tes jeux, pourquoi tu es différent d'eux. Pourquoi les joueurs ils viendraient acheter notre jeu plutôt qu'en plus de Minecraft. Donc ça c'était plutôt une petite présentation vite fait pour vous bien vous expliquer cette notion que quand on a une idée, il faut vraiment réfléchir à comment je vais la faire. Voilà, et je crois que j'ai fini. Ouais, j'ai fini. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, toujours, on est là pour y répondre. Faites-vous plaisir, je crois que tu en avais une, du coup je n'ai pas répondu à mon avis tout à l'heure. J'en ai une autre aussi. Quoi? Quand c'était encore sur Kickstarter, j'avais entendu parler que, je sais pas si c'était vrai ou pas, parce que je crois pas l'avoir lu, mais des collisions entre les planètes ou un truc du genre, c'était vrai ou pas? En fait, ça c'est une image qu'on a produit, qu'Alexandre a produit pour les faire baver. Et dans l'image, on mettrait ça sera jamais possible. Par hasard, elle est passée à la trappe. L'image elle est restée, mais la phrase est passée à la trappe. Si tu veux, sur Kickstarter, il faut montrer que tu rigolais un petit peu parce que c'était trop sérieux, ça passe pas. Donc on en a quelques-uns comme ça. Peut-être dans 10 ans, si on vit toujours dans 10 ans et qu'on est arrivé à la fin de notre innovation sur les machines qu'on va maintenant passer en 10 ans, peut-être qu'on arrivera à faire cette évolution peut-être. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise question. Le président pense que vous avez mis dans votre slide d'avant, c'est des ventes minimum, c'est vous espérez. Alors, quand tu fais un business plan, tu présentes ton projet devant des investisseurs ou même pour toi, pour savoir si c'est viable ou pas, tu as deux valeurs importantes à savoir. Tu as le point mort, c'est ce qui va te permettre de survivre, grosso modo. Si tu fais moins, tu meurs. À partir de combien j'arrive à l'équilibre? Et tu as ce que tu prévois de faire. Qu'est-ce qui est top pour que les investisseurs ils vont mettre de l'argent dans ta société et que dans 5 ans ils retirent de l'argent, tu vois, grosso modo. Et donc le chiffre qu'on a vu, en fait, les 500 000 de ventes, ça leur permettait de faire un petit x4, x5 s'ils sortent dans 5 ans. Et on espère que ça sera bien plus que ça. On n'est pas là aujourd'hui. On n'est pas là. Oui. Et moi, je crois que je me rappelle de sa question, c'était comment s'est passé, comment s'est déroulé l'entrée sur Steam. Est-ce que c'était difficile et qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté? Deux choses à ce niveau-là. On n'est pas encore sur Steam, pour le coup. On va y aller. On a eu cette chance de faire un Kickstarter et d'avoir déjà 20 000 joueurs. Du coup, moi, j'ai contacté Steam et je leur ai dit m'embarrassez pas avec un Greenlight, j'ai pas envie. Greenlight, c'est quand ça me parle, il faut valider son projet sur Steam par la communauté, ensuite on peut le sortir. Donc j'ai contacté Steam, je leur ai dit j'ai pas envie de faire ça. Ils m'ont fait ok, pas de souci, vous pouvez venir. C'est parce que j'ai eu la chance de faire ce Kickstarter, si tu veux. Parce qu'il a déjà été validé par la communauté. Il se trouve aussi que pendant le Kickstarter, on avait fait un Greenlight concept, donc dans la deuxième catégorie des Greenlight, où aussi c'était validé, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, Steam, j'ai envie de dire que c'est un outil. C'est un outil informatique, c'est comme Visual, c'est comme Unreal Engine, il faut le faire, quoi. C'est chiant, mais il faut le faire. Donc tu as plein d'onglets, tu as plein de configurations, on a fait plein de tests pour voir si ça marchait ou pas. Mais bon, voilà, on s'en sort et normalement, là, en interne, on se partage déjà le jeu via Steam, donc ça fonctionne. Voilà. Puis il faut aller sur Steam en utilisant tous les outils de Steam aussi. Tu as plein de...
la communauté, le partage de fichiers, les sauvegardes locales, enfin qu'est-ce qu'on a vu quoi. Les sauvegardes sur le cloud, Le fait de lister les partages, les activities. Voilà, tout ce qui est partage via le workshop avec la possibilité. En fait, dans le jeu, on a déjà la possibilité aujourd'hui de sélectionner un espèce de volume, en fait, un volume, et donc d'enregistrer une construction qu'on aurait faite. Et par exemple, via le workshop, ce serait tout à fait le moyen idéal pour se partager des constructions, des choses comme ça. Ouais. Alors il faut savoir qu'on s'est fait quand même insulter quand on est allé sur Steam. Enfin, quand on leur a dit qu'on allait sur Steam. Alors ça c'est spécifique vraiment à la communauté du jeu vidéo. Il y a des militants partout. Et il y a des militants anti le gars qui a inventé Steam. Bon, j'ai oublié le nom, ça s'appelle comment? Voilà, ils le détestent. Voilà. Donc du coup quand on a dit qu'on allait sur Steam, on s'est fait insulter. Oh, vous êtes sur Steam, c'est lamentable, tout ça. Donc voilà. Ça c'est, j'ai envie de dire, c'est les joies d'avoir des clients. C'est pas tous de la même manière. Voilà. Mais globalement, ça reste quand même bien accepté. Et c'est surtout un magnifique moyen pour vendre du jeu vidéo aussi. Tout ce qui est détail technique que vous avez fait avant pour du vidéo qu'on avait codé, et que vous avez montré pour ce moteur, comment les idées sont venues? C'est-à-dire, je dois faire, ah mince, je ne peux pas avoir je peux pas stocker toute ma planète en mémoire, comment je vais faire, comment ça vous est venu? Il a envie d'apprendre. Je reprends un truc un petit peu plus globalement, puis alors il faut savoir que c'est Fabien qui développe tout le moteur en fait. Tout ça, ça sort de son cerveau. Si tu veux, au début, on avait des contraintes de gameplay. On voulait faire un jeu dans lequel on voyait les planètes au loin. Donc c'est venu avant tout de contraindre vraiment de ce qu'on voulait faire dans le jeu. Voilà. Et donc après, j'ai envie de dire, c'est comme tout projet de recherche, on y arrive ou on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des choses, on ne sait pas si on va arriver à les faire. Techniquement parlant. D'où ça vient toutes les idées, comment tu arrives à faire tout ça, à part de dire que tu es un génie. L'idée, c'est qu'il faut affronter les problèmes à l'un, il faut se fixer des objectifs intermédiaires, et surtout, à chaque étape, il faut être capable en fait, d'identifier qu'est-ce qui ne va pas. Où sont les problèmes, où sont les goulots d'étranglement, techniquement, au niveau des performances, pardon. Et à partir du moment où tu arrives à identifier ces problèmes-là, quand tu sais qu'est-ce qui ne va pas, tu as déjà fait la moitié, même plus que la moitié du chemin pour régler le problème. La plupart du temps, quand ça marche pas assez vite, tout ce qu'on sait, c'est ça va pas assez vite, mais je ne sais pas quoi faire pour améliorer, mais c'est parce qu'on ne sait pas non plus qu'est-ce qui ne va pas assez vite. À partir du moment où tu sais qu'est-ce qui ne va pas assez vite, tu as une idée, et puis après, tu as Internet qui peut t'aider, parce qu'il y a pas mal de gens qui font des moteurs voxels, des fois même bien plus avancés que le nôtre, mais pas du tout sur le même créneau. Ils font des trucs qui sont purs voxels pour le coup, donc il y a des techniques qui existent sur le sujet. Mais quand tu regardes ce qu'ils font, c'est pas forcément adaptable à ton modèle. Par contre, tu peux en récupérer des idées. Et après aussi, il y a une petite partie d'instinct. Quand tu vois par exemple que tu as 64 fois plus de blocs que Minecraft, tu as envie d'avoir la même distance de vue, tu te doutes bien que tu peux pas garder les données brutes en mémoire, il faut les compresser par exemple. Alors expliquer comment on a fait le il y a plein de choses qui, quand tu creuses un petit peu, et t'as besoin d'outils. Par exemple, moi, je suis juste comme moi, je suis très bien. À l'école d'ingénieur, on m'a appris des outils de debug, des outils de tracking, de données en mémoire, etc. Il faut savoir que ça sert réellement. Pas plus tard que cet après-midi, Guillaume il nous a sorti tout un listing de types millisecondes entre chaque frame, qu'est-ce qui consommait le plus de processeurs. Et là, on voit vraiment les méthodes, et là, on a par exemple des choses à améliorer. Voilà. Donc, il y a plein d'outils qui existent en informatique pour vraiment inspecter en détail le cœur du code. Ça vient aussi beaucoup de ça, en fait. Il faut arriver à avoir les bons outils, en fait, arriver à placer des sondes finalement aux bons endroits. Et par exemple, Unreal Engine nous aide beaucoup pour ça. Parce que vu qu'on utilise pour tout ce qui est rendu, on utilise l'Unreal Engine. Dans le moteur, il y a directement des sondes qui sont placées et on a énormément de données en fait sur ce qui se passe dans le jeu. Après, le tout c'est d'arriver à les interpréter. Ça va comme réponse? Non, juste derrière ce que ça n'a rien à voir avec ce que vous disiez, mais quelles sont les stratégies que vous voulez mettre en place pour faire connaître votre jeu? Parce qu'il y a pas mal de boîtes qui essayent de contacter des youtubeurs, des streamers, pour essayer d'inciter les joueurs directement à venir sur votre jeu.
ça fait partie de ce qu'on appelle la stratégie marketing. Voilà. Il n'y a pas de secret. Alors moi j'estime qu'on a une vraie chance dans le jeu vidéo, c'est que le marché est tellement normalisé et formaté que c'est quelque part très facile d'accéder à la communauté. Si tu veux, par exemple Kickstarter, donc là je parle d'une expérience qu'on a déjà vécue, comment faire connaître notre projet quand on est sur Kickstarter? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, un Kickstarter, il n'y a pas de magie, on ne va pas à la pêche sur Kickstarter. On met notre projet sur Kickstarter, 2 heures après, il est plus visible sur la plateforme. Donc il faut faire parler du produit, faire parler du projet, de l'équipe en dehors de Kickstarter. Et dans le marché du jeu vidéo, on a de la chance, on a des équipes qui s'appellent, des sociétés qui s'appellent les sociétés de relations de presse, et qui font ce travail en fait de, comment dire, de contact avec les sites de jeux vidéo, les blogueurs, les youtubeurs, etc. Donc c'est un travail en fait de marketing, de communiqué de presse. Tu rédiges un communiqué de presse que tu diffuses en fait à la planète entière, ou à la France si tu veux faire qu'en France, etc. Et tu croises des doigts pour qu'il y ait quelques journalistes qui parlent de ton projet. Il se trouve que si ton projet il est cool, généralement ils parlent de ton projet. S'ils ne veulent pas parler de ton projet, généralement c'est qu'ils ne le trouvent pas cool. Alors, donc nous on a eu cette chance, c'est quand on est allé sur Kickstarter, à part IGN qui est le numéro 1 mondial, qui ne veut plus parler des projets Kickstarter, tous les sites de la planète ont parlé de notre jeu. Ça nous a un petit peu rasé, j'avoue que ça m'a un peu soulagé quoi. Voilà. Donc oui, mais c'est ça, c'est du travail de contact, de relationnel avec les sites de jeux vidéo, avec la presse de jeux vidéo, et aussi aujourd'hui et surtout avec les youtubeurs. Voilà. Mais généralement, c'est une question d'argent. Voilà. C'est une question de que le projet il est cool et aussi une question d'argent. Voilà. Par exemple, petite anecdote encore, j'aime bien raconter des anecdotes, parce qu'il se passe toujours plein de choses quand on monte une société. Il y a 6 semaines de ça, il y a un joueur de notre communauté qui contacte un de ses youtubeurs préférés. C'est un Canadien, il a 150 000 abonnés. Et il lui envoie un petit message hey, Stylor, il s'appelle Stylor, le Canadien. Ah oui, j'ai découvert un jeu, là tu devrais l'essayer. Il lui envoie un pavé comme ça par email. Hein, parce que je l'ai lu, Stylor, c'est qui m'a dit il est fou, Stylor, il est revenu vers nous et il nous a dit écoutez, votre jeu il a l'air cool, est-ce que vous pouvez me donner une clé? Je lui donne une clé. Et je croisais les doigts. Ce gars-là a adoré notre jeu. Il a fait une vidéo il y a 6 semaines de notre jeu. Aujourd'hui, elle doit être à 350 000 vues ou un truc comme ça. On a gagné plus d'argent grâce à cette vidéo en 1 semaine que lors des 8 derniers mois. Voilà. Donc c'est essentiel. Les réseaux sociaux, les youtubeurs, les sites de jeux vidéo, pour parler d'un projet, c'est essentiel. Enfin, un projet de jeux vidéo, évidemment, vous n'allez pas vendre des médicaments sur le livre. Dans le domaine des jeux vidéo, c'est essentiel. Donc on a cette stratégie-là de les contacter et de continuer à les contacter. Voilà. Donc les youtubeurs, on peut les contacter. Hein. Tu les contactes par des voies, parce qu'ils sont regroupés sous forme de société, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est une mécanique rodée. Soit tu as de la chance, tu connais quelqu'un qui le connaît, donc là tu l'approches en tant qu'ami, donc du coup là il va être plus impliqué. Soit bah, tu fais, j'ai envie de dire, de manière normale et tu payes. Grosso modo, c'est que tu payes. Voilà, donc on a l'impulsion de toucher un gars qui s'appelle Squeezie. Il paraît qu'il aime bien des jeux comme Minecraft. On va essayer de l'approcher, on va croiser les doigts pour qu'il accepte de parler de notre projet. Quitte à lui donner 30 000 € par exemple. Moi ce que j'aimerais c'est que ces gens-là ne me demandent pas d'argent. Si je vais les voir et que je leur donne 30 000 €, c'est pas la même chose que si le gars il parle de mon projet lui-même. C'est pas du tout la même implication. Donc on va essayer d'avoir cette approche-là. C'est un travail de réseau, c'est un travail de connaître les bonnes personnes. Et il se trouve que Mathias, il connaît des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. On va voir. On va voir. Mais c'est essentiel, hein. La communication c'est essentiel. C'est une des choses pour lesquelles j'ai envie le plus le notch, celui qui a fait Minecraft, c'est que ce gars-là, vu qu'il était un peu le premier dans ce genre de jeu, il n'a jamais fait aucun effort de communication. Parce que c'est un virus sur Internet, tu vois, ça s'est diffusé lui-même. Il a eu cette chance-là. Nous, on l'aura pas. C'est clair, il ne faut pas se leurrer, ça n'arrive jamais ce genre de choses. Oui, tu avais une question? Oui, du coup, parce que vous avez jamais mis précommande, est-ce que vous avez eu des problèmes avec le piratage? C'est à moi que tu poses la question? Alors le piratage sur PC c'est un fléau. On sait très bien qu'aujourd'hui je suis persuadé qu'on a 20 000 joueurs et qu'on a peut-être 400 000 personnes qui jouent au jeu.
Voilà. Mais tu fais avec. On espère que Steam va aider. Vous êtes les premiers concernés, hein, quelque part. Hein. Moi, j'ai eu aussi votre âge à l'époque et j'ai acheté aucun jeu vidéo. Aujourd'hui, enfin, je dis pas ça particulièrement, je ne connais pas, mais je connais, j'avais fait à votre place il y a 10 ans. Hein. Aujourd'hui, j'achète tous les jeux vidéo que je joue. Parce que je connais la réalité derrière, de ce qui se passe derrière, et c'est vrai qu'on fait avec, je veux dire, on fait avec, voilà, il y a la moitié, le truc, ce qu'on demande, je fais avec. Quand ça m'arrive, ça m'arrive. Et comme on a marre, j'avais une question surtout sur la manière dont, avant d'avoir l'entreprise, sur votre démarche pour arriver jusque-là, est-ce que vous aviez déjà commencé à coder des petits morceaux du jeu ou vous avez seulement fait par exemple de la spécification très détaillée pour faire vos démos, pour l'investissement, etc. Donc tu veux dire juste avant qu'on crée la société, ça? Avant d'avoir la société, avec votre démarche, vous avez déjà commencé à faire le jeu avant ouais. Bah, comme je disais dans la deuxième slide, là au tout début, on a eu l'idée, ensuite on s'y est mis, etc. Et en fait, pendant ce temps-là, Fabien et Guillaume, ils continuaient à développer le jeu, en fait, à développer le moteur sur notre site internet et peut-être même aussi sur Facebook. On peut descendre tout en bas et regarder les premières images du jeu, ça n'a juste rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Mais voilà, on avait déjà démarré. Sur Kickstarter, en fait, et c'est là où on a réussi un sacré exploit et tout le monde nous devait perdre, en fait. Si vous voulez, quand on allait sur Kickstarter, quelle que soit la personne avec laquelle je discutais, il me disait ça ne marchera pas. Pour deux raisons. On n'avait pas de démo et on présentait une idée. Enfin, c'est la même chose, en fait. Il y a une raison, en fait. Et c'est ça, en fait, et c'est marrant, c'est pour ça que ça a réussi aussi. On a présenté juste une idée. Mais on avait quand même un prototype technique derrière qu'on n'a pas voulu montrer parce qu'on n'en était pas fiers. 2 semaines avant la fin, enfin en plein milieu du Kickstarter, en fait, j'ai mon relation de presse qui est anglais. Il me dit Michel, surtout, alors évidemment, il me dit en anglais, il me dit Michel, surtout, s'il te plaît, donne-moi ton prototype technique, moi je l'envoie à la presse. Je lui fais non, je veux pas. Non, mais s'il te plaît, donne-le-moi, sinon ça va échouer. Donc je l'ai envoyé, il l'a envoyé à la presse. Mais écoute, il y a des journalistes, même si c'était juste moche à souhait et ça marchait pas, il y en a, ils ont dit mind-blowing. Donc il ne faut pas hésiter à montrer les choses que tu as en production. Et nous, voilà, on a commencé déjà à coder. Si tu veux, le moteur, on ne le développe pas que depuis 2 ans. Ça fait en fait depuis l'été 2012, enfin, même un petit peu avant, qu'ils sont dessus. C'est surtout depuis qu'on est installé dans la société, depuis avec 2014, que ça arrive en plein. Il faut être conscient, parce que c'est pas quelques heures par semaine qui font ce qu'on fait aujourd'hui. Et oui, bien sûr, on a continué à avancer sur le jeu, sur le game design, sur les visuels, etc. Tout le temps en avance sur le jeu. D'ailleurs, il y a eu une soirée mémorable. Enfin, moi, je me rappellerai, je pense toujours, pendant le Kickstarter, justement, où nous, on était vraiment de cet avis-là, de notre prototype technique. Honnêtement, on ne va pas montrer ça aux gens, ils vont juste détester, enfin voilà, c'est pas présentable, etc. Et du coup, on l'a quand même donné à la presse. Et évidemment, il y a toujours des fuites dans ce genre de trucs. Et on s'est retrouvé un soir, en fait, pendant la campagne Kickstarter, vers les derniers soirs, à trouver un tweet qui montrait un streaming live de notre jeu pendant la campagne Kickstarter. Du coup, on allait discrètement, on allait voir ce qu'ils en disaient. Et en fait, c'est là ça nous a vraiment énormément rassurés. Les joueurs ont juste adoré. On les voyait s'amuser, alors que pour nous, il n'y avait encore rien dans le prototype technique. Et notamment avec le changement de gravité de la planète équilibre, enfin, les gars ils sont restés 5 minutes juste à s'amuser à changer de face. Et Michel les a rejoints sur le Twitch, il y avait une soirée, mais c'était vraiment juste. Qu'est-ce que j'avais pas fait quoi. C'était génial quoi. Michel de la société. Silence sur le live quoi. Non mais c'était sympa. Bon, sur Twitch, on a pas mal tiré. Et il se trouve qu'en plus ce soir-là, c'est ce soir-là qu'on a fait les 250 000 qui étaient notre palier sur Kickstarter. Donc tout le monde était un peu en joie en fait. Que ce soit nous ou même les joueurs. Personne pour lui avoir le coup. Et moi j'ai $30, puis avoir le jeu. C'est la magie du crowdfunding. Ouais. Par rapport au Kickstarter, qu'est-ce que vous auriez fait si jamais il n'y avait pas réussi? Si on n'avait pas réussi, ouais, si on n'avait pas réussi. Ça dépend de comment je n'avais pas réussi. Parce que si tu ne réussis pas et que tu as juste 10%, c'est que ton idée elle est mauvaise, laisse tomber, tu repars travailler. Et sincèrement, c'est ce que je me suis dit. Par contre, si jamais j'arrive à dépasser
5000 personnes dans le monde qui valident le projet, bah, j'ai pas les 160 000 euros, mais je vais essayer de chercher 300, 400 000 euros via des investisseurs. En faisant plus de sacrifices sur les parts que tu leur donnes, etc. Ça dépend de comment ça se passe réellement en fait. Je savais à la moitié de la période de Kickstarter que quoi qu'il se passait, c'est bon, les investisseurs ils me suivraient. Même si l'argent je l'avais pas. Parce que c'est Kickstarter, c'est tout. Donc ça dépend vraiment de, voilà, est-ce que tu as récupéré 10 000 euros, est-ce que tu as récupéré 200 000 euros, enfin, c'est pas pareil, ça ne veut pas dire la même chose. T'as vu une question? C'est plus sur le graphique, en fait, la partie graphique, du coup. Quel procédé vous utilisez, les étapes, et puis aussi, est-ce que vous utilisez plus le Unreal Engine ou d'autres logiciels pour parle un petit peu. Ouais. Non, c'est pour partager, je me monopolise la discussion. En fait, on utilise principalement l'Unreal Engine pour le moteur de rendu. On a notre surcouche voxel pour faire tout ce qui est voxel. Et après, il y a la partie création artistique, notamment les arbres qui est à gauche, la maison du camp rock qui est à droite. Ça, c'est des trucs qui ont été faits sur 3ds Max avec un petit utilitaire en fait, qu'on a développé sur mesure pour faire des constructions en bloc en 3ds. Et après, on exporte ces fichiers, on les réimporte dans le jeu pour le mettre in-game. Et là, actuellement, on est en train de travailler sur un outil in-game pour directement faire des éléments, enfin des assets de jeu directement dans le jeu et designer directement le rendu final des donjons dans une prévue de donjon. Enfin, une espèce d'éditeur de niveau, mais version comme Voxel Engine. Et on s'est imposé une contrainte en termes artistiques, c'est que tout est fait, même les petits bonhommes, ils sont tous faits à partir des 6 formes de blocs qu'on a dans le jeu. Soit les armes, ils sont faits en blocs qu'il y a dans le jeu directement, tu vois là, tu as un bloc en pente, tu le prends, ça fait 25 cm de côté. Soit on les a coupés en 2, 4, 8, et ça fait par exemple les cheveux de la elle s'appelle Émile. Donc on a créé des outils parce qu'on n'est pas dans un processus standard de développement en fait, si tu veux. Les artistes, quand ils arrivent chez nous, bah, ils passent 3 semaines à apprendre c'est quoi nos outils, en plus des outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Mais tu parlais à Alexandre, le directeur artistique, qui dit c'est juste magique en fait. Un artiste qui a des contraintes comme ça, et qui se débrouille pour arriver à surpasser ses contraintes et à rendre. Nous on trouve ça joli, c'est subjectif, nous on trouve ça joli. Et donc il dit que c'est génial. Ça a été génial. C'est bien. Pour le rendu par exemple du personnage, qu'est-ce qui passe d'abord par un rendu assez réaliste qui utilise. Non, pas du tout. C'est comme ça qu'il a été fait dans 3DS. Voilà. Il est juste importé, inséré dans 3DS via les outils d'Unreal Engine et puis après il bouge. Enfin, il bouge, c'est fait aussi l'animation, il fait aussi dans 3DS. Vas-y. C'est quoi Voxel? J'en ai entendu beaucoup parler. Alors le terme voxel, c'est un terme un petit peu passe-partout. En gros, c'est une unité, généralement c'est dans un volume cubique, c'est une unité... Ouais. Si tu vas vraiment dans la définition pure, c'est un pixel c'est en 2D, un voxel c'est en 3D. Grosso modo, c'est la même chose. Il y a deux définitions. Il y a la définition des joueurs. Voxel, un jeu en voxel, c'est un jeu en bloc. C'est pour ça que nous on a tendance à pas dire voxel, bon, Fab il a encore dit aujourd'hui. Mais on essaie de l'enlever de notre langage en fait, si tu veux, parce que ça porte à confusion. Et il y a les mondes voxel qui sont plutôt des mondes où tu peux voir d'infiniment près, d'infiniment loin en temps réel. Et donc il se trouve que nous, notre jeu, en fait, il est voxel au sens des joueurs, et il est aussi voxel au sens scientifique du terme. Tu t'éloignes, tu vois les planètes de loin, tu te rapproches, tu vois, c'est pas des grains de sable, mais tu vois la feuille là, qui est sur la. Vas-y. Au niveau du Kickstarter, on voit quasiment tous les jours aussi des projets innovants mais qui ratent. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous avez réussi, en plus de l'idée qui était de base innovante? Alors, si tu veux, c'est un projet d'étude au master de jeux vidéo là, qui est à Cannes, enfin master de management plus que master de jeux vidéo. Ils ont essayé de répondre à cette question. Enfin, vous allez voir un jour s'ils ont réussi à répondre à cette question. On a fait, en fait, si tu veux, moi je pense qu'on a réussi parce qu'on a fait un énorme travail, hein, ça a failli me tuer, mais là pour le coup c'est vrai, hein, ça a failli me tuer physiquement, un énorme travail de relations de presse, c'est-à-dire que de 8h du matin jusqu'à 3h du matin du jour d'après, je travaillais avec les journalistes. Hein. J'avais des douzaines d'interviews par jour, il y avait des centaines de questions sur Kickstarter, heureusement Guillaume venait m'aider le soir en rentrant du boulot. On a fait tout un travail en fait, de relations et de communication et je pense que c'est grâce à ça qu'on a réussi. Il y a beaucoup de projets en fait, qui me contactent, des Français qui me contactent maintenant, comment vous avez fait, etc. Et je leur dis n'allez pas à la pêche.
Et quand le gars il me dit mon projet est sorti et que je vois qu'il va la paix, bah, généralement ça marche pas. Après, il y a aussi que le projet il est cool, hein, faut l'avouer. Tu voulais dire quelque chose Non, mais j'allais dire, vu qu'il n'est pas là, on peut le dire, mais je pense que l'aspect visuel du jeu a beaucoup fait aussi. Vu que, clairement, c'est un truc qu'on nous dit depuis le départ, depuis que. Un des premiers trucs que tout le monde remarque, c'est tout le monde dit que le jeu est beau. Je suis sûr que dans la salle, il y en a qui trouvent que le jeu n'est pas bon. Ah oui, il se trouvait Sur Kickstarter, quand tu regardes la courbe, ça des données que nous on a en privé, mais quand tu regardes la courbe, sur Kickstarter, à chaque fois qu'on a une hausse, tu peux aller sur KickTrack par exemple, qui est un site qui traque tous les projets Kickstarter, à chaque fois qu'on a une hausse, c'est un site qui a parlé de nous. Ça n'est jamais arrivé en fait, si tu veux, quand il n'y avait pas de site qui parlait de nous, ça ne bougeait pas. Dès qu'un site parlait de nous, la courbe montait en fait. Un article sur Kotaku, qui est numéro 3 du jeu vidéo aux États-Unis, il nous a ramené $80 000. Voilà. Donc il n'y a pas de secret en fait, il faut arriver à faire parler de toi. Il faut qu'on a le gars de journaliste de Kickstarter qui a déclaré notre projet et qui nous suit depuis le début en fait. Apparemment, il aime bien ce qu'on fait. Ça a aidé aussi un petit peu. Et voilà, c'est un travail de relation de presse. Encore une question, vas-y. Une autre question, c'est, vous avez fait le choix de rester à Cannes, donc, c'était par rapport aux Z, parce que quand on voit que actuellement on dit qu'en France, la capitale du jeu vidéo, c'est Montpellier, pourquoi vous avez pas... C'est Montpellier. Ah, ça je connaissais pas. Pourquoi vous avez pas fait le choix, justement, vous avez pas fait le choix d'aller ailleurs, par rapport aux Z de la région? Je me suis posé la question, mais plus que de la France, on m'a dit, mais pourquoi tu restes en France? Tu veux, il y a plein d'investisseurs de Business Angel qui m'ont dit, mais va au Canada, va aux US, va en Angleterre. Mais non, j'avais cette ambition de rester sur place. En plus, il se trouve que Fabien, lui, il a sa famille qui est là. On a aussi des contraintes, je veux dire, personnelles. À l'époque, nous, c'était Bordeaux, la capitale du jeu vidéo. Tu vois, maintenant, c'est Montpellier, apparemment. On pourrait aller à Paris aussi, hein, ça marche très bien là-bas. Sauf que moi, je déteste Paris. Ça, c'est sûr, personnellement, je déteste Paris. Même si je suis obligé d'y aller tout le temps pour le business. Mais non, c'est un choix qu'on a fait personnellement, cette volonté de rester à Cannes. Et c'est un petit plus parce que du coup, la ville de Cannes veut absolument plus qu'on parte. Voilà. Donc j'arrive à négocier des choses plutôt intéressantes avec eux. Voilà. Ouais.